Bonjour, bonsoir. Deux grosses actualités économiques au cœur de votre émission. La traque contre l'enrichissement illicite des jeunes appelés Gaïman et le démarrage très bientôt du contrôle de paiement de la TVM, la taxe sur véhicules à moteur. Deux sujets d'importance majeure sur lesquels nos différents invités donneront leur point de vue. Avec Marcel Arrossi, vous suivrez également la revue de presse économique de la semaine, commentée et vue par les journaux. Et comme vous êtes déjà habitués, je vous laisse en compagnie de Estelle Espérance Ropazou pour la présentation du mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal. Atelier de sensibilisation des directeurs de l'ORTB autour des normes du management de la qualité en vue d'obtenir le certificat ISO 9001 version 2015. Le passage de l'analogique au numérique et l'imminence de la télévision numérique terrestre explique cette exigence de crédibilité et de renforcement de l'image de l'office. Écoutons les formateurs de l'inspectrice de la qualité de l'ORTB au micro de Clotaire Awekmou et de Mathieu Sokenon pour plus de détails. Il y a lieu que l'ORTB, qui est quand même la chaîne mère en matière de médias, puisse très tôt s'outiller pour se mettre en conformité avec tout ce qui se met en place en matière d'outils technologiques et réglementaires. Et c'est en cela la direction, qui est le top management, a jugé utile de former, de sensibiliser tous les collaborateurs qui s'impliquent dans la gouvernance de l'office à se mettre au pas pour accueillir toute cette révolution afin que le travail se fasse dans les conditions requises en conformité avec la réglementation. Alors ils ont jugé utile de mettre en place le système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2015, qui est une norme transversale qui permet de mieux organiser les entreprises. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'à peu près et le marché serait très concurrentiel quand on ira au numérique. Les privés sont là et le public ne doit plus se comporter comme une structure qui doit recevoir tout le marché, pas du tout. Donc la composition serait... Alors, pour être au pas et mettre l'office dans sa position réelle. La direction générale a une vision claire, c'est d'inscrire l'ORTB dans une démarche qualité, dans une démarche de performance, en associant tous les compartiments qu'il faut en matière de ressources humaines, ceux qui dirigent déjà l'ORTB. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pendant 3 jours, les inspecteurs ont été outillés, les directeurs également, pour apporter leur pierre à l'édifice parce que rien ne peut se faire sans une construction de stratégie, sans une définition d'une norme qui est bien adaptée, la norme ISO 9001 qui nous permet d'aller vers l'efficacité, d'aller vers l'amélioration de nos prestations, de nos performances, de notre management, en impliquant le personnel de l'ORTB et en satisfaisant bien sûr tous nos clients, auditeurs, téléspectateurs, annonceurs, tous nos fournisseurs, nos partenaires, la relation avec les institutions, le gouvernement, les États, l'État en lui-même jusqu'à la présidence de la République. Donc nous sommes un outil de performance en matière de services audiovisuels et nous comptons nous inscrire dans la concurrence et être toujours au top. Les discussions qu'on a eues avec les acteurs, avec les chefs de service, avec les inspecteurs, nous ont vraiment encouragés. Et je pense que c'est quelque chose qui est accessible. Maintenant, je ne vous cache pas que derrière, il faut du temps, il faut du travail, il faut un engagement et il faut surtout une implication forte de l'ensemble des acteurs pour suivre la direction dans ce projet qui est très ambitieux. L'autorité nationale de lutte contre la corruption et les acteurs de la justice se donnent la main pour éradiquer la corruption au Bénin. Comment et dans quelle proportion ces deux institutions peuvent-elles s'allier pour une dextérité dans la gestion des cas de corruption? Un atelier y est consacré. Plus de détails avec Herman Rodrigue Amégan et Alexis Seguemo. Le chantier de la lutte contre la corruption est encore vaste au Bénin. Des cas sont recensés et portés à la connaissance de la justice par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais des plaintes se font souvent entendre au sujet de la suite donnée au dossier. Et la principale cible reste la NLC. L'autorité nationale de lutte contre la corruption
dispose expressément que tous les cas de corruption doivent être portés à la connaissance du procureur qui va entamer la procédure de sanction. Et à partir de cet instant, l'indépendance de la justice échappe totalement à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc voilà pourquoi vous n'entendez plus l'autorité nationale de lutte contre la corruption, après avoir transmis les dossiers à la justice, s'occuper de ce dossier-là, puisque la justice aura le temps de se prononcer et de dire le droit. Cette procédure établie, où chaque partie joue le rôle qui est le sien selon ses prérogatives, peut être renforcée. Et c'est le nœud même de cet atelier consacré à la contribution des parquets à la lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Comment parvenir à une vision commune et asseoir les modalités d'une collaboration efficace? Des propositions applicables seront faites sans doute. La lutte contre la corruption connaîtra un coup de pouce. Ce partenariat que nous voulons entretenir, non seulement avec la justice, mais surtout avec le parquet, à savoir les procureurs généraux et les procureurs de la République, cette dynamique-là ira en s'intensifiant. Que tous les Béninois soient des agents vertueux, puissent travailler selon les règles de l'art, selon les procédures. En mettant en place la NLC, l'État ambitionne de booster la corruption hors des habitudes et instaurer une gestion catholique à tous les niveaux, peu importe les moyens pour y parvenir. La justice se présente comme l'un des maillons essentiels dans ce combat. On lui reproche parfois une sorte de lenteur eu égard aux procédures que requiert cette lutte. Une nouvelle dynamique va peut-être s'installer pour sauter les verrous qui entravent la célérité dans l'étude des dossiers. Cotonou amorce progressivement la grande saison pluvieuse. Déjà, les premières gouttes d'eau arrosent la ville. Pour prévenir les inondations de cette année et réduire les peines des populations, des travaux s'effectuent en amont par les autorités en charge de l'assainissement de la ville. C'est un reportage de Christelle Tongodo et Auréole Ayeyon. Bientôt, c'est la grande saison pluvieuse et Cotonou aura les pieds dans l'eau. Dame Nature va alors ouvrir son robinet sans retenue sur la capitale économique, pour ainsi laisser place à l'amertume et au désarroi des Béninois, dont le cri de cœur cette année encore reste le même. Il faut vider les caniveaux de temps en temps, ce n'est pas à l'approche des pluies qu'on va vider les caniveaux. Un mois ou bien 2 semaines, si on peut vider les caniveaux, de temps en temps, ce serait bon. En temps de pluie, les difficultés s'amoncellent. Les boues par-ci, les flaques d'eau par-là. La circulation est difficile. Nous invitons les autorités compétentes à nous aider dans ce sens. Que tout un chacun de nous sache sa part de responsabilité. Tout Cotonou sera inondé. La mairie ne peut pas tout faire. En passant par dans l'eau d'abord, il y aura la maladie et aussi le courant peut surgir quelque part pour qu'il y aura encore d'autres choses comme tentation de mort. Cotonou est situé en dessous du niveau de la mer. La ville est bâtie sur les marécages. Une position géographique qui scelle davantage son sort en saison de pluie. Cotonou, son site tel qu'il est, pour le transformer, il faudra des travaux spécifiques. Que les inondations soient importantes, comme certains la prévoient, ou qu'elles soient moins importantes. De toutes les façons, il y a la saison pluvieuse qui conduit à une période d'inondation à Cotonou. En prévision aux inondations de cette année, la direction du service technique de la mairie de Cotonou prend ses responsabilités. Il y a des actions de préparation du terrain, donc de la ville, avant que les pluies ne tombent. Le curage des ouvrages d'assainissement pluvial est terminé dans certains arrondissements. Dans d'autres, c'est encore en cours. Et ensuite, nous avons procédé aux travaux de rechargement. Il y a d'autres travaux qui vont se faire, tels que la réfection des voies revêtues, le curage et le recalibrage des bas-fonds et couloirs d'écoulement pour pouvoir faire passer l'eau. D'autres mesures préventives impliquent la population elle-même. Les inondations, ce n'est pas quelque chose qui se vit en vase clos. Les populations savent qu'il y a inondation, les populations dedans, mais c'est d'abord
la sensibilisation. La sensibilisation pour les mesures à prendre lorsque les inondations sont là. Mais ce qui nous concerne, nous spécialement au service technique, c'est de les conseiller et de les appeler à la conscience citoyenne qui consiste à ne pas boucher nos ouvrages d'écoulement. Sauver Cotonou de la furie des eaux, c'est visiblement une longue et laborieuse tâche à laquelle s'attellent les différents responsables impliqués dans le volet assainissement de la plus grande métropole de notre pays. Ce sera tout pour le mini-journal. Je vous laisse en compagnie de Roch et de ses invités pour la suite de Week-Echo. Merci à vous Estelle Pazot pour votre présentation. La suite de Week-Echo, justement, c'est la revue de presse économique de la semaine qui a été réalisée par Marcel Lachossi. Amis de la revue de presse, bonjour. 98 milliards pour relier l'Atlantique, le Koufo et le Zou. Le quotidien Bénin Intelligent nous informe que les travaux d'aménagement et de bitumage du vaste réseau routier qui va relier désormais Djidja, Agmaïzoum, Lalo et Tofo ont été lancés mardi dernier. 107,55 km de voies pour un coût global de 98 milliards 365 millions 25 171 francs CFA tout as confondus, vient préciser l'économiste dans sa parution du mercredi 21 mars 2018. Grand soulagement donc pour les populations de ces localités. Paiement de la taxe sur les véhicules à moteur, l'échéance pour être en règle est fixée au 31 mars 2018, nous rappelle l'économiste. Après 8 mois environ de suspension, le contrôle relatif au paiement de la taxe sur véhicules à moteur reprend bientôt, ajoute la Nation. Les conducteurs de véhicules de 3 et 4 roues sont alors appelés à se mettre en règle avant le contrôle qui démarre le 4 avril 2018. Faisons un tour dans l'univers estudiantin où des allocataires de 2016 et de 2017 sont toujours impayés. Le système de gestion des bourses et secours universitaires constitue toujours un casse-tête dans les universités publiques du Bénin, nous fait remarquer l'économiste. Ils sont nombreux à ne pas rentrer en possession de leurs allocations, quoiqu'ils aient rempli les formalités. Réduction des dépenses dans les voyages officiels, l'autre vision déclare plus de 6 milliards économisés en 2017. Il ressort d'un communiqué gouvernemental en date du 14 mars 2018 que les ressources consommées au titre des voyages par tous les ministères, la présidence et les institutions de la République, à l'exception de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, s'élèvent à 2 milliards 447 497 206 francs CFA. Avec le même journal, on apprend que le Bénin sera bientôt sous les feux de la marque à l'international à l'occasion du Folk Life Festival 2019. L'acte qui scelle définitivement cet accord de partenariat entre le Bénin et la prestigieuse institution internationale basée à Washington et spécialisée dans les domaines de la culture et la gestion des musées a été signé en fin de la semaine dernière. Libre-échange continental, le Nigeria annule son accord de participation. Muhammadu Buhari, qui devait se rendre à Kigali lundi dernier pour signer le traité de libre-échange à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine, a créé la surprise en annulant son déplacement. Une information de l'agence France Presse relayée par l'économiste qui nous livre un secret pour finir. En effet, pour la campagne de commercialisation des noix de cajou lancée le 15 mars dernier, chacun fait son prix. 650 francs est le prix fixé par le gouvernement. Mais sur le terrain, entre 800 francs et 1000 francs le kilogramme, chaque producteur entend profiter du beau temps. Ainsi se referme la revue de l'actualité de la semaine. À dimanche. Merci Marcela Hossia. Dimanche pour une autre revue de presse économique de l'actualité de la semaine. À présent, nous allons parler du paiement de la TVM, la taxe sur véhicules à moteur, dont le contrôle reprend bientôt. Les journaux en ont parlé d'ailleurs. C'est tout de suite juste après ceci.
Yves Patrick Loko, bonjour. Bonjour Roch, bonjour aux amis téléspectateurs de BB24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle au passage que vous êtes journaliste au service de l'information de la Radio nationale. Merci d'être là. Et en face de vous, Wilfried Monou, bonjour. Bonjour Roch, bonjour chers téléspectateurs. Je vous dis spécialement merci parce que vous avez bousculé votre programme pour pouvoir répondre présent sur le plateau de décryptage. Merci à vous. C'est un plaisir de partager cet instant avec vous et avec les téléspectateurs. Tout à fait. Et j'informe les téléspectateurs que vous êtes journaliste au mensuel Éco Bénin. Oui. Un magazine qui ne traite que des informations économiques et nous y sommes. Nous allons parler aujourd'hui de la TVM, le paiement de la TVM. Je reste avec vous. Il est annoncé un contrôle du paiement de la TVM. Du coup, c'est la peur au ventre au niveau de tous les propriétaires de véhicules, pratiquement. Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier cette peur? Bon, la peur, je ne donnerai pas dans ce sens. Vous avez déjà payé la vôtre, votre TVM? J'ai deux véhicules. Le véhicule qui est en mouvement est déjà à jour, l'autre est au garage. Je suis en train de douter, est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut... Mais là, vous n'êtes pas inquiété par rapport à la taxe à payer? Si je dois utiliser le véhicule, je serai obligé de payer avec la pénalité. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que la TVM, en fait, est la taxe sur les véhicules à moteur, est instituée en 2017, c'est-à-dire par la loi des finances de 2017, et concernait essentiellement les véhicules à usage privé. Et c'est pour corriger cette injustice qui semble prévaloir dans le passé, contre ceux qui utilisent d'autres véhicules et qui payent des taxes et qui passent sur les mêmes infrastructures routières, à savoir les transports de personnes, transports publics de personnes et les transports publics de marchandises. Et à côté de ça, nous avons aussi les véhicules des sociétés qui payent cet impôt, spécialement la taxe sur véhicules de société. Donc il y avait le TITR qu'on appelle TPS-TR qui aujourd'hui reviennent dans le TVM qui prend en compte désormais 3 impôts. Impôts par les privés, impôts par les exploitants à titre onéreux et par les entreprises qui utilisent des véhicules. D'accord. Et donc, les deux derniers dont j'ai parlé, c'est-à-dire les transporteurs de personnes publiques et de marchandises, payaient déjà cet impôt et régulièrement parce que si vous... Donc c'était pour... À ce niveau, il n'y a pas de crainte. Au niveau aussi de la TVS, c'est-à-dire par rapport aux sociétés, la plupart des sociétés sont déjà en règle. Maintenant, c'est au niveau des personnes privées que le problème se passe. C'est vrai que l'année passée, il y a eu suffisamment de communication autour pour informer que l'impôt est dû au titre de l'année et payable au plus tard le 31 mars. D'accord. Nous y reviendrons tout à l'heure. Yves Patrick Loko, tout à l'heure, Wilfried estime qu'on ne devrait pas avoir peur à aller payer sa taxe sur véhicule à moteur. Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, peut justifier cette panique au sein des contribuables? Est-ce qu'il y a panique véritablement? Oui, parce qu'il y a la répression qui est annoncée. Il y a la répression qui est annoncée. L'année passée, quand ils ont commencé la répression, on a bloqué la circulation, on a retiré les livrets de bord aux propriétaires de véhicules. Il y a de quoi qu'il y ait un petit sursaut de peur. Voilà, vous savez que la situation que vit actuellement le pays et la situation que vivent les citoyens, cette situation-là n'est pas tout à fait reluisante. Il y a plusieurs choses à faire. Et vous savez, cette taxe, elle est d'apparition récente. Elle a été votée en même temps que la loi de finances 2017. Donc, c'est une taxe d'apparition récente. Tant bien que mal, les gens on peut le faire, on peut payer cet impôt-là l'année dernière. Parce qu'à un moment, on a mis la pression. Voilà,
il y a eu la pression, quand bien même tout le monde n'a pas payé. Il y a eu des propriétaires de véhicules qui n'ont pas payé, et pour des raisons, ou pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est sûr, ceux-là, ils devront payer. Ils devront payer avec les pénalités. Oui. Bon. Et vous savez, comme c'était une taxe nouvelle l'année dernière, il y a eu beaucoup de communication autour, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations autour. Les services compétents se sont peut-être lâchés cette fois-ci, et c'est pour ça qu'on n'a pas vu le temps passer. Bon nombre de propriétaires n'ont pas vu le temps passer, ne se sont même pas souvenus de cette taxe-là. Et c'est ces derniers jours que les gens commencent à rappeler que c'est le 31 mars le dernier délai pour le faire. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication assez de battage médiatique, les gens ont eu le temps d'oublier. Est-ce que vous pensez que, comme l'année dernière, l'État béninois, les autorités gouvernementales vont une fois encore accorder un délai de grâce et proroger le dernier délai jusqu'en juin, comme ce fut le cas l'année dernière? Bon, l'année passée, comme Patrice le disait tout à l'heure, c'est parce que on a réinstitué cet impôt, parce que c'était beaucoup plus connu sous le nom de vignette par le passé. Désormais, c'est sous la taxe TVM, taxe sur véhicule à moteur. Et je vais, avant de répondre à votre question, je vais ajouter que ce n'est plus seulement les véhicules à 4 roues qui sont concernés. Il y a également il y a aujourd'hui les véhicules à 3 roues. À 3 roues. Puisque ces véhicules-là, ceux qu'on appelle généralement Cloboto, et qui servent essentiellement à faire le transport des marchandises. Donc, il faut que tous ceux qui ont ce type de véhicules sachent qu'ils sont aussi concernés. Et donc, pour vous dire, les gens n'ont pas peur. On n'a pas peur, mais c'est vrai que la situation économique n'est pas reluisante, mais il faut savoir que lorsque vous êtes dans un pays où les revenus sont essentiellement fiscaux, vous devez jouer votre partition. Vous devez contribuer à ce qu'on mobilise les ressources. Et quand les impôts sont appelés à descendre dans la rue pour contrôler les véhicules, c'est parce qu'ils ont des objectifs en termes de chiffres. Et lorsque les chiffres ne sont pas atteints, ils sont obligés de venir au niveau des feux tricolores pour contrôler. Et maintenant, mais l'année passée, on nous a donné... dans les feux est réprimé lorsque l'usager sait que lorsqu'il est frappé par la pénalité, il doit le payer. Oui, vous savez, à des moments donnés, il faut aller quérir les impôts. Parce que nous sommes il faut aller par la force. Il faut aller par la force. Il faut aller vers le contribuable pour aller lui prendre sa contribution. Parce que nous sommes dans un système déclaratif où normalement c'est à vous-même de venir payer vos impôts. Mais lorsque vous ne venez pas payer les impôts, l'administration fiscale se fait l'obligation d'aller quérir l'impôt auprès du contribuable. Et à ce moment, ils engagent des ressources et donc on vous amène à contribuer à ces ressources en payant des pénalités. Très bien. Et il y a certaines versions que l'on entend. Vous savez, l'année dernière, certains ont dû payer leurs taxes au mois d'octobre, d'autres en novembre. Ils estiment que jusque-là, ils ne sont pas encore débiteurs de l'État vis-à-vis du fisc et qu'il faut attendre justement les mêmes mois pour pouvoir faire les 1 an, boucler les 1 an. Est-ce qu'ils ont raison ou bien c'est une malinterprétation des tests? C'est une mauvaise interprétation des tests parce que si mes souvenirs sont bons, ça a été trimestrialisé, ce paiement-là, à savoir que si votre véhicule était sorti du port, comme on le dit, ou bien vous l'avez mis en circulation avant le premier trimestre de l'année, donc vous devez payer cette taxe, la TVM, voilà, au premier trimestre de l'année en cours. Si c'est fin mars que vous avez sorti votre véhicule, que vous avez acheté votre véhicule, vous n'étiez pas obligé de payer cette taxe-là en mars. Mais le trimestre qui suivait celui de l'achat de votre véhicule. Il se fait que ceux qui ont payé leur taxe en octobre, par exemple, ont dû peut-être acheter leur véhicule s'ils ne l'avaient pas fait, et peut-être qu'ils l'ont fait avec
avec pénalité. Sinon, ceux qui devraient normalement payer leur taxe en octobre, et octobre c'était la fin du 3e trimestre de l'année. Donc, ils doivent avoir fait sortir leur véhicule au niveau du 2e trimestre de l'année. C'est ça normalement. Mais dès qu'ils ont commencé par payer, ça rentre dans le sécu normal. Ça suit maintenant le coût normal. C'est-à-dire que l'année qui vient, ils paient déjà au 1er trimestre. Ils n'attendent pas une année forcément pour pouvoir payer cette taxe-là. Donc, c'est une mauvaise interprétation. Et c'est peut-être la sensibilisation qui a n'a manqué, pas marché. Mais l'autre question sur laquelle beaucoup ne s'entendent pas aussi, c'est qu'il y a des véhicules qui ne sont pas mis en circulation, peut-être par défaut de certaines pièces qui sont usées ou qui sont dans les garages de mécanique. Aujourd'hui, ces véhicules doivent aussi des impôts au fisc, n'est-ce pas? Oui, en fait, lorsque le principe ici, c'est que la taxe est due au titre de l'exercice comptable qui part du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si vous avez un véhicule qui est en circulation avant le 1er janvier, vous payez la taxe entièrement. Mais lorsque vous achetez un véhicule au cours de l'année, vous payez au prorata. C'est-à-dire, si c'est tel qu'il a expliqué, si c'est au 1er trimestre que vous avez acheté, donc vous payez la taxe sur les 3 autres trimestres. Si c'est au 2e trimestre, vous payez sur les 2 autres trimestres. Si c'est au 3e trimestre, vous payez sur le seul trimestre. Mais ça signifie que les 6 qui suivent, vous payez entièrement les impôts. Maintenant, pour ceux qui ont leur véhicule au garage, qu'on sort, le problème qui se pose, c'est comment justifier. Parce que vous savez que la plupart de ces opérateurs économiques, les mécaniciens, je veux dire, exercent dans l'informel. Comment vous allez faire la preuve que vous avez remis votre véhicule? Ça va être assez compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Ce qui fait que systématiquement, au moment où vous allez vouloir mettre votre véhicule à nouveau en circulation, il est conseillé de faire la visite technique. Pour faire la visite technique, vous devez payer la taxe avant d'avoir droit à la visite technique. Tout à fait. Et lorsque vous avez votre visite technique, au moment où vous payez la taxe, vous allez payer forcément la pénalité dessus. Si c'est autour du 1er trimestre, vous allez payer la pénalité de 20% là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, Yves-Patrick Lecourt, des moyens d'alléger le paiement de ces taxes-là aux contribuables? Lorsqu'on prend par exemple les fonctionnaires, est-ce qu'il n'est pas possible pour la direction des impôts de voir comment faire le prélèvement depuis la base, c'est-à-dire au niveau de leur salaire? C'est une piste à explorer, mais je crois que jusque-là, cette éventualité-là n'est pas encore envisagée. Oui, c'est vrai, il y a eu des mesures. Je crois que l'année dernière, l'administration des impôts est passée dans certains services, a procédé à un regroupement de 4 grises, c'est ça, et voilà, des livrets de bord des véhicules pour pouvoir alléger la tâche aux fonctionnaires. Mais là, c'est que c'est en entier, c'est intégralement IPR, mais quand même on pouvait par service leur alléger la tâche. Bon, c'est aussi une piste à explorer pour permettre de ponctionner progressivement pour pouvoir prélever cet impôt-là, cette taxe sur les véhicules à moteur. Je crois que c'est peut-être une proposition qu'on peut leur faire, mais qui va le faire? Nous avons des associations de consommateurs, peut-être qu'on va leur placer la puce à l'oreille pour que les responsables de ces associations-là se rapprochent de l'administration fiscale pour pouvoir faire, pouvoir expérimenter ça. Merci à vous, Yves-Patrick Lecourt, pour votre proposition. Oui, très rapidement. Je pense par rapport à votre préoccupation que l'administration fiscale aujourd'hui est assez proactive et certainement votre proposition va être étudiée. Mais tout de suite, je voudrais quand même annoncer aux téléspectateurs que d'ici là, les gens pourront payer leur taxe par télépaiement. C'est-à-dire vous allez de chez vous
inscrit le numéro de votre carte grise en vous donnant les précisions et vous allez payer par mobile money et consorts. Donc, ils sont en train de réfléchir. Le système est pratiquement prêt, mais sous peu, ça va être annoncé au public que je donne cette information. Donc, ce que les gens prennent l'habitude de payer leurs impôts parce que nous avons que les ressources fiscales qui permettent à notre économie de tourner. En attendant qu'on puisse créer plus de plus-value, tâchons de payer le juste impôt. Voilà. Merci beaucoup. Si vous permettez, c'est ce qu'on appelle la justice fiscale. D'accord. Voilà, la justice fiscale, mais elle veut que tout le monde soit au même niveau. Merci. Donc, de traquer également ceux qui ne le permettent pas. Mais de laisser quand même le temps aux gens de se rattraper. Votre doléance a été entendue. Merci à vous, Yves-Patrick Loco. Merci également à vous, Wilfried Monou, d'être passé dans cette émission. Nous allons tout de suite enchaîner avec le décryptage. Eh oui, c'est vrai, hein, nous allions enchaîner avec le dossier de la semaine et nous y sommes. Vous savez, les crimes rituels perpétrés par des jeunes appelés Gaïman ces derniers jours se multiplient et la justice s'est auto-saisie du dossier. La police a également engagé une farouche lutte contre ces personnes de moralité douteuse. Nous en parlons dans le dossier de la semaine, mais avant, suivons ce que pensent les populations par rapport à ce phénomène qui prend aujourd'hui de l'ampleur. La peur est généralisée maintenant. Nous avons peur d'envoyer nos enfants à l'école. Nous avons peur d'envoyer nos enfants au marché, je dis partout. Tout le monde est effrayé. Bon. Et on n'a plus confiance à qui que ce soit. On ne gagne pas sa vie en faisant de la cybercriminalité. Et comme ils doivent quand même trouver les moyens de se faire de l'argent, ils sont obligés d'aller à l'extrême. C'est dangereux ce qui se passe dans notre pays. Il faut faire en sorte que ça s'arrête tout de suite et maintenant. L'ordinateur n'est pas fait pour arnaquer. L'ordinateur n'est pas fait pour se donner au vol. L'ordinateur est fait pour voir le monde et apprendre. Mais évitons de faire du mal parce qu'on croit en train d'escroquer les Blancs. Mais nous sommes en train de nous escroquer nous-mêmes. La situation devient inquiétante de jour en jour. Et depuis que moi je suis à Cotonou, je n'ai jamais entendu de pareilles choses. Dans mes souvenirs aussi, je ne pense pas que mes grands-parents m'ont dit de pareilles choses. Parce que sacrifier des humains ou des divinités, je pense que c'est un problème sérieux que nous avons à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin. On ne peut pas ôter la vie humaine pour s'enrichir. Ce n'est pas bien. C'est une divinité qui ne devait même pas être à la portée d'un enfant. C'est réservé pour combattre, pour faire des guerres, pour pouvoir protéger une communauté ou bien un pays. Mais à cause de la faim, à cause du manque de travail, à cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC, qu'on appelle les Gaïman. Tous sont interpellés pour qu'on arrête cette affaire-là depuis la racine. Si on était en temps de révolution, celui qui tue devait tuer. Celui qui tue devait tuer. Mais voici qu'on n'est plus au temps de révolution, nous sommes en démocratie. En tant que jeune fille, on doit être plus vigilante, surtout envers les hommes qui nous abordent. Également, si on veut faire des sorties et autres, qu'on puisse au moins prévenir un parent proche. L'État est garant de la sécurité de chaque individu, de chaque citoyen. Jusqu'au nouveau-né, celui qui est né aujourd'hui, l'État est garant de sa sécurité. Donc, il y a une défaillance quelque part. Moi, je ne saurais le dire. Les Gaïman, en fait, ça existait depuis, mais ils n'utilisaient pas le sang humain. C'est parce que ces mêmes prêtres de vaudou, Kelesi, Kambada et d'autres vaudous négatifs, les encouragent parce que il ne faut pas seulement attaquer les arnaqueurs, il faut attaquer d'où viennent ces fétiches qui sont réservés pour des temples. On ne tue pas un humain pour des vaudous. Un humain est réservé pour Dieu. Et quand tu tues un humain, tu te tues parce que demain on va te tuer. Tout ce que tu fais sur cette terre te fait. Voilà.
Merci. Nous avons entendu beaucoup d'avis par rapport à ce phénomène et nous avons déjà notre invité qui est sur ce plateau, Roland Kouérontor. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, merci d'avoir répondu aussi à notre invitation pour parler justement de ce phénomène qui, ces derniers jours, a pris de l'ampleur. Marcel Larossi, bonjour. Bonjour, Roch. C'est vous qui avez tendu votre micro justement à ces populations qui se sont exprimées sur la question et nous en parlons avec notre invité. Eh bien, Roland Kouérontor, bonjour. Bonjour. Également à nos téléspectateurs, bonjour. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Dites-nous, Monsieur Roland, où se situe la part de responsabilité? À qui le tort? C'est une thématique importante parce que ça affecte un peu le développement d'un pays. Quand des jeunes, au lieu d'aller travailler pour produire la richesse, ça donne à de la facilité qui, plus est aujourd'hui, porte atteinte à l'intégrité physique des humains et ça devient sérieux. Maintenant, en termes de tort à qui l'imputer, les responsabilités devront être partagées forcément parce que une cité, elle est confiée à des pouvoirs publics pour être mieux gérée pour l'intérêt général et collectif. Ça veut dire que les pouvoirs publics ont un rôle. La preuve aujourd'hui, quand les proportions ont atteint un niveau critique, nous voyons des actions aujourd'hui. La justice s'en est mêlée par une autosaisine et en même temps la police. Donc, toutes choses qui prouvent que les pouvoirs publics ont un niveau de responsabilité, pas de culpabilité forcément, mais il faut prévenir, parce que gouverner, c'est prévenir. Mais il y a également la culpabilité des populations qui sont dans les milieux que partagent ces individus. L'entourage. Voilà, mais qui sont complices par le silence qu'ils gardent, peut-être même des complices joyeux, parce qu'ils peut-être ils bénéficient des prébendes. Mais en même temps, ces gaïmens ne tombent pas du ciel. Ils sont nés dans des milieux familiaux, des cercles familiaux qui les ont accueillis, qui les ont vus grandir. En même temps que l'enfant est né dans un milieu familial qui a une responsabilité éducative, dont on a démissionné au jour d'aujourd'hui. Vous pensez? Oui, tout à fait. Les parents démissionnés. Nous connaissons un peu notre univers social aujourd'hui où l'enfant est délaissé tôt pour des bonnes, parce que papa et maman doivent aller tôt et ils reviennent tard. Donc du coup, l'éducation n'est pas que l'argent qu'on donne, n'est pas que l'inscription à une bonne école, n'est pas que la gouvernante ou la bonne à qui on confie l'enfant. L'éducation, c'est la présence des parents pour donner des conseils, des éléments éducatifs pour forger la personnalité. Et quand l'enfant quitte la famille, il va à l'école. L'école, effectivement, a une mission d'instruction. Mais en même temps, elle complète l'éducation familiale. Aujourd'hui, beaucoup estiment que l'éducation a déserté justement l'école. On ne leur enseigne que des notions dont ils auront besoin pour se débrouiller dans les matières théoriques, etc. Oui, encore que là encore, nous voyons les difficultés juste à prendre une copie, émaillée de fautes, et une diction compliquée pour les enfants, mais qui ont encore des niveaux de diplôme élevés. Donc du coup, même l'école est en difficulté pour sa mission première, qu'est l'instruction. Je lui enjoignais une autre mission complémentaire qui était la mission éducative et qui ne peut se dissocier de l'instruction. Parce qu'effectivement, les acteurs du système éducatif doivent éduquer ou instruire par l'exemple. Mais quelle est l'exemplarité? Donc nous sommes une société globalement en crise. Donc la crise, elle a affecté tous les secteurs d'activité et tous les domaines. Et vous ne pensez pas que la résolution de ce problème devrait être la priorité du moment avec nos autorités? C'est une priorité, c'est évident. Et puis la preuve en est là que quand nous avons commencé par crier le ras-le-bol, à s'alarmer au point de perturber la quiétude globale du pays, ceux qui ont le pouvoir d'agir ont commencé par agir. Est-ce qu'il fallait attendre qu'on en arrive à des proportions de genre? Est-ce que même les autorités étaient des complices? Parce qu'on a appris que ces personnes de moralité douteuse, notamment les gaïmans, sont aussi au service de certaines autorités. Je ne veux pas citer de nom. Est-ce que ce n'était pas elle qui les protégeait quelque part aujourd'hui face à l'exigence de la population, aux scènes macabres qu'on fait défiler sur les réseaux sociaux, elles ont été obligées de réagir? Non, mais ces accusations ne sont pas dénudées de sens, parce que les autorités ne sont pas des extraterrestres, c'est des humains avec leurs faiblesses et leurs fragilités et leurs doutes.
dans un contexte de démocratie représentative électoraliste et une quête permanente de pouvoir, le pouvoir que nous savons s'acquiert par votre capacité financière, du coup, c'est acquis mieux. Donc, ce n'est pas faux, forcément, pour autant qu'on n'a pas les éléments probants pour étayer, mais c'est des humains, et de par cette réalité que nos autorités sont des humains, et c'est bien possible que... Et puis, on constate aussi que c'est presque à la veille de certaines compétitions électorales que ces suspicions et ces faits commencent pas à prendre de l'ampleur. Si, oui, quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, dans la Vox Pop, j'allais dire que ce n'est pas seulement ces Gaiman, entre griffes, là, qui s'adonnent à cette pratique-là, qu'il y en a bien d'autres qui veulent la gloire du pays, qui veulent la gloire, en tout cas, au niveau de la population, qui se donnent également à cette pratique-là. Et donc, les plus hautes autorités de ce pays. On ne saurait citer de nom ici. Mais dans ce contexte, lorsqu'on apprend souvent au niveau de la police, il y a des plaintes déposées contre les jeunes qui ont escroqué des étrangers. Est-ce que vous pensez que cela garantit la confiance, la quiétude pour les investisseurs de venir s'installer dans un pays où on dit c'est un pays de corruption, ou c'est un pays où il y a assez de cybercriminels? Aujourd'hui, le Bénin semble devenir la plaque tournante de la cybercriminalité. Bon, peut-être que nous le disons, on n'a peut-être pas les chiffres de l'ampleur pour comparer, pour faire une étude comparative et opiner valablement que le Bénin devient. Mais parce que nous ne sommes pas habitués à ces formes de comportement et que ça commence par surgir, on a le sentiment, quand on est dans les limites de son pays, à croire qu'effectivement nous devenons la plaque tournante. Dans tous les cas de figure, les actes de criminalité financière ou économique sont partout dans le monde. Ce qui fait craindre l'opérateur économique, c'est l'absence de réponse des pouvoirs publics. Que des Gaiman existent n'empêche pas un opérateur économique d'intervenir. Mais il veut s'assurer que quand un différend du genre naît, qu'il ait les moyens légaux d'intervenir et que le droit lui soit dit. Et c'est en cela que nous devons nous réjouir des réponses, des réactions que suscitent aujourd'hui nos plaintes vis-à-vis de la justice qui s'est saisie et vis-à-vis de la police républicaine qui a commencé par traquer ces individus. Vivement que cela aille loin. Roch, si vous permettez, je voulais savoir, est-ce qu'avec la situation, avec l'ampleur que prend aujourd'hui cette situation, d'autres problèmes sociaux nous guettent? Oui, d'abord des problèmes économiques. Vous savez, quand on gagne de l'argent, de revenus qui n'a aucune correspondance en termes de force de travail, si votre moyen financier n'est pas la contrepartie d'une force de travail, ça influence la loi du marché. Un individu INS qui dispose d'une masse monétaire assez élevée, n'ayant rien fait comme travail, il a une propension d'exagération en termes d'exhibition. Il va bloquer une boîte de nuit, il va demander des produits, il va susciter une demande de produits artificiellement. Il n'a pas le comportement rationnel, donc il ne rentre pas dans une négociation avec le vendeur pour diminuer le prix de cession. L'inconvénient, c'est que nous autres qui avons des revenus liés à notre force de travail, nous n'avons pas un pouvoir d'achat élevé. Donc vous êtes écrasés. Nous intervenons sur le même marché, ça crée un renchérissement artificiel du coût des produits, des denrées de base. Et ça peut ne pas durer. C'est ça. Et du coup, c'est un marché fluctuant, instable. Et ça peut faire une inflation artificielle. En même temps que ça crée ces problèmes économiques, il y a aussi le devenir d'un pays. Un pays qui ne travaille pas n'est pas un pays productif. Et aujourd'hui, pour conquérir le monde, il faut avoir une force de productivité élevée. Tout à fait. Mais comme c'est des enfants à qui le pays serait confié demain, forcément que nous le voulions ou non, la jeunesse est le fer de lance parce qu'ils grandiront et ils assumeront. Ça, c'est clair, et si c'est demain que ceux-là qui n'ont pas appris à travailler, mais qui ont cherché toujours de l'argent facile, d'une manière ou d'une autre, ils accéderont à des moyens de décision. Ils auront leur mot à dire dans la République parce qu'ils sont citoyens du pays.
Si c'est eux qui doivent influencer les décisions de demain, nous aurons de mauvais décideurs. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, tout le monde applaudit des pieds et des mains l'autosaisine de la justice, la traque de la police contre ces cybercriminels. Jusqu'à quel niveau faut-il aller? Aujourd'hui, on les voit circuler dans la ville avec des véhicules haut de gamme, faire sortir de sous terre des immeubles. Est-ce que vous suggérez qu'on aille à la saisie de ces biens dont ils sont propriétaires? Oui, de toute façon, pour qu'un pays se base sur l'équité, la justice et puis sur la rationalité, quand vous avez un bien dont la source n'est pas étayée par un niveau de revenu légal ou connu, devant subir une traçabilité, on peut vous interpeller et vous obliger à donner les preuves de votre surface financière. Et cela voudra dire quoi? Est-ce que c'est une réalité dans notre pays? Non, ça commence déjà petitement. Encore que vous revenez vous sortez d'un plateau qui a parlé de la fiscalité. Tout à fait. Pour un début, ce ne serait peut-être pas pour les exproprier forcément, mais pour dire, mais si vous avez un tel niveau de revenu, il va falloir que nous ayons la preuve de là où vous êtes. Est-ce que vous payez des impôts ici et là? Et c'est normal. Parce que ceux-là aussi, ils ont aussi les facilités de produire de faux documents. Évident. Ils ont aussi les moyens de produire Quelqu'un a dit que c'est parce que la jeunesse n'est pas employée. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est assez important. C'est déterminant, c'est déterminant. Donc quand je parlais de la famille, des pouvoirs publics et de l'école, c'est une triptyque qui évoque la question de l'employabilité. Parce qu'effectivement, quand vous êtes désœuvré, et que vous avez un niveau de potentialité avéré, parce que ceux-là, ils ne sont pas des inintelligents, hein, pour parvenir à faire de gailler à un individu au point de l'amener. Ils étudient sa psychologie. Ils font de grandes réflexions. Ils font de grandes réflexions, donc ils sont capables de réfléchir. Parce qu'ils prennent de l'argent, non pas en demandant de l'argent, mais ils offrent des services qui sont faux. Voilà. Donc ces services, c'est avec tout un dispositif de marketing bien organisé, avec des retours de communication efficaces. Donc on peut mettre ce potentiel au profit de quelque chose de plus structuré. Le chômage, oui, il est un facteur, mais il ne saurait expliquer le phénomène, qui est beaucoup plus une démission de la société entière dans tous ses compartiments. Mais un facteur favorisant ou concourant à la chose est bien entendu le chômage, qui ne peut l'expliquer à lui seul. Parce qu'il faut nuancer. Oui, le chômage est un facteur favorisant qui amplifie le risque, mais il ne saurait être un prétexte. Tout à fait. Merci à vous, Roland Kberontor, pour votre opinion sur cette question de cybercriminalité et de crimes rituels aujourd'hui. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Heureusement, les autorités s'en sont saisies et la traque est engagée, tout le monde est inquiet. J'espère que la quiétude va revenir, surtout avec, bien sûr, les mesures coercitives qui sont prises. Nous espérons vivement le retour de la quiétude afin que les enfants puissent circuler, que quand on est au boulot, que l'on soit tranquille et savoir que son enfant, ses parents sont à l'aise. Dans l'élément, on nous a dit qu'on a peur maintenant d'envoyer les enfants à l'école. On a peur non, ce n'est pas une raison. C'est pas une raison d'avoir peur de les envoyer. La peur est généralisée. Effectivement, les autorités sont là pour rétablir la quiétude. Merci à vous une fois encore, Roland Kberontor. Merci également à vous, Marcel Arossi. Merci également à mes chefs d'édition du jour qui me font de grands gestes de l'autre côté pour me dire que c'est fini. Effectivement, c'est fini. Merci à vous, Patrick Adjagodjou et Océane Amoussou. Merci à la réalisatrice du jour, Christelle Sabouran, et à toute son équipe. Merci donc. Cette émission est terminée. Retrouvez-la dimanche prochain à partir de 11h. Mais vous pouvez également la suivre sur le www.ortv.bj. Sachez que chaque jour est une opportunité que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.